Place maintenant au panel. Vous savez qu'il y a un panel ce matin. Et puis, ce panel, eh bien, c'est 150 visages. Alors, les services de santé en français, les services de santé en général même, sont promulgués pour et par des personnes d'abord et avant tout. Ces personnes ont une caractéristique commune. Elles sont motivées par le désir de prendre soin de l'autre. On connaît tous des médecins, des étudiants même qui étudient présentement pour devenir médecins ou encore professionnels de la santé, infirmiers, infirmières. Et puis, on sait que ces gens-là, à la base et puis tout au long de leur carrière, bien, ils s'en font pour nous. Hein. Ils sont sensibles à ce que l'on vit et ils veulent nous aider d'abord et avant tout. Et c'est dans cet esprit-là, d'ailleurs, que le panel 150 visages va se tenir. On va présenter le point de vue de patients, de professionnels de la santé et d'un organisme de surveillance du système de santé au sujet des motivations des acteurs et des enjeux qu'ils soulèvent, et ce, dans le but d'améliorer les services socio-sanitaires destinés aux francophones du Canada. Pour nous parler de ce point de vue, j'aimerais vous présenter, on a 3 personnes maintenant qui vont faire partie du panel. D'abord, Vincent Dumez. Monsieur Vincent Dumez, je vous invite à venir me rejoindre et prendre siège, s'il vous plaît. Alors, Vincent Dumez, co-directeur de la direction collaboration et partenariat patients de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Monsieur Dumez est le créateur et directeur du programme Patients partenaires de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Il détient un baccalauréat en finance et une maîtrise en sciences de la gestion du HEC à Montréal. Il est atteint de 3 maladies chroniques depuis plusieurs décennies. Et de ce fait, grand usager des services de santé, M. Dumez s'est engagé activement dans la promotion du concept de patient partenaire. Il collabore également à différents projets reliés à l'engagement des patients pour des institutions de renom, dont, entre autres, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec et les Instituts de recherche en santé du Canada. M. Dumez. Pour nous donner le point de vue d'un système de services et de soins de santé, je vous présente M. Stéphane Robichaud, directeur général du Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick. C'est un organisme chargé d'engager les citoyens dans l'amélioration des services de santé et de mesurer, surveiller et faire rapport sur le rendement du système de santé. Avant de se joindre au Conseil de la santé, M. Robichaud était vice-président de la planification et des opérations à la Régie régionale de la santé Beau-Séjour. M. Robichaud a près de 20 ans d'expérience en gestion organisationnelle et en développement de politiques publiques, incluant le développement économique, les politiques fiscales et le développement de la main-d'œuvre. Depuis 2008, il œuvre à engager les citoyens dans l'amélioration des services de santé, en plus de mesurer, surveiller et faire rapport sur le rendement du système de santé néo-brunswickois. Monsieur Robichaud. Et pour nous donner un point de vue de la part des professionnels de la santé et les pratiques professionnelles, j'inviterai maintenant le Dr Jean Roy, vice-doyen, Bureau des affaires francophones de l'Université d'Ottawa. Dr Roy œuvre au sein du Bureau des affaires francophones de la Faculté de médecine de l'Université d'Ottawa en tant que directeur du Centre d'appui pédagogique en santé pour la francophonie. Dr Roy est médecin de famille à l'hôpital Montfort et professeur adjoint de la médecine familiale au département de médecine familiale de la Faculté de médecine de l'Université d'Ottawa. Il exerce la médecine familiale au sein de l'équipe de santé familiale académique Montfort. Il est aussi directeur du programme médecine et les humanités à cette même faculté. Dr Roy s'intéresse à la santé des francophones et à l'amélioration constante de la formation des professionnels de la santé et des médecins. Il œuvre à l'amélioration du cursus de premier cycle, mais aussi du deuxième cycle, de la formation professionnelle et pédagogique, ainsi que de la formation continue en français. Monsieur Dr Jean Roy. Alors d'abord, il y aura 3 présentations. Vous aurez environ entre 10 à 15 minutes selon votre présentation. Et on va commencer avec la présentation de M. Dumez, s'il vous plaît. Vous faites ce que vous voulez. Sentez-vous très à l'aise. Merci beaucoup. Alors, écoutez, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Cette cause me tient particulièrement à cœur en tant que patient et citoyen canadien. Alors, donc, je vais vous parler un petit peu du patient partenaire, du partenariat avec les patients et aussi un peu des enjeux. Je pense que notre invité de Santé Canada nous parlait un petit peu des défis qui s'en venaient. Donc, c'est un peu de ça aussi dont je vais vous parler aujourd'hui.
Alors, en termes, quand on regarde la population des patients aujourd'hui, la population canadienne et les enjeux auxquels on fait face, il y a on est dans une période de changement assez dramatique et assez importante. Et je pense qu'aujourd'hui, on sous-estime un petit peu ces changements-là et les impacts que vont avoir ces changements-là, non plus sur du long terme qu'on avait tendance à le voir, mais sur du très court terme. Et ces changements ont déjà démarré. Et finalement, ça va mettre énormément de pression sur la relation de soins et sur finalement la capacité aussi d'être de plus en plus en dialogue entre patients et professionnels de la santé, d'où en même temps les enjeux dont vous discutez aujourd'hui et l'importance de pouvoir se comprendre. Alors, plusieurs éléments, bien entendu, viennent alimenter ce défi-là. La question qu'on connaît très bien de l'émergence des maladies chroniques, qui inscrit, bien entendu, les malades dans des relations à long terme avec leurs professionnels de la santé et met aussi énormément de pression sur la capacité à prendre soin d'eux-mêmes aussi dans leur propre milieu. Donc, on comprend tout ce qui peut tourner autour de ça. On va y revenir avec la notion de partenariat. La notion de partenariat s'inscrit beaucoup dans ce paradigme de la maladie chronique. Toutes les questions de non-observance au traitement, non-adhésion au traitement, c'est un enjeu qui est largement sous-estimé dans nos systèmes aujourd'hui. On peut avoir un système de santé performant, mais si en même temps les personnes ont de la difficulté à prendre leurs médicaments derrière, on peut se questionner sur l'efficacité globale du système en tant que tel. Il y a bien entendu cet enjeu de la démocratisation des informations. Je regarde l'heure parce que je parle pas beaucoup, généralement, donc. La question de la démocratisation des informations médicales, la première raison pour laquelle un patient comme moi ait pu rentrer dans une faculté de médecine, c'est que finalement mes collègues médecins me disaient, tu comprends Vincent, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les patients n'arrivent plus dans nos cabinets avec des symptômes, avec des diagnostics, donc le 5 minutes devient très long. Et effectivement, on voit un peu le défi relationnel que cela pose. Et aujourd'hui, bien entendu, la grande majorité des gens vont systématiquement sur Internet avant d'aller voir leur professionnel de la santé, ce qui est en train de modifier assez radicalement la façon dont rentrent en relation professionnels de la santé et patients. Donc il y a aussi toute la technologie qui s'en vient et qui est déjà là, la capacité d'auto-monitoring. Je siège sur le conseil d'administration du réseau canadien de recherche en arythmie et on voit à quel point ces nouvelles technologies sont là et nous vont donner aux patients autant qu'aux professionnels de la santé des informations très précises et en temps direct sur leur santé, avec bien entendu toute une question en termes de réactivité, d'adaptation des pratiques cliniques, etc. Il y a la capacité d'autodiagnostic aussi qui augmente. J'étais à San Francisco au mois de décembre, on m'a parlé du futur docteur Google qui fait rigoler tout le monde, mais aujourd'hui l'algorithme donne un résultat vrai, un bon résultat de diagnostic à peu près à 75% quand n'importe quel profane rentre des symptômes. Donc on est vraiment dans cette réalité-là et ça vient bien entendu jouer dans le cœur du métier de la médecine qui est le diagnostic. Donc on voit un petit peu les impacts. Donc bien entendu, tous ces éléments-là, tous ces changements majeurs qui changent à la fois les attentes de la population, leur comportement et leur façon de rentrer en relation, met beaucoup de pression sur cette relation. Et bien entendu, l'importance de se comprendre et l'importance va être de plus en plus importante et qu'on pense pas, qu'on retombe pas dans le mythe en se disant les technologies vont régler toutes ces questions-là. Au contraire, on est de plus en plus dans un modèle relationnel fort et de partenariat. Alors c'est un peu ça qu'on a développé à l'Université de Montréal depuis à peu près 6-7 ans. C'est une vision du soin en expliquant que parce qu'on a ces éléments-là finalement qui sont en train d'arriver, qui sont déjà présents, qu'on vit déjà dans les milieux de santé, il faut sortir d'une approche paternaliste du soin qui quand même demeure quand même en toile de fond de beaucoup des pratiques pour différentes raisons. Les approches centrées sur le patient ont amené des choses très intéressantes, notamment en termes de collaboration interprofessionnelle, etc. Mais aujourd'hui, on rentre dans l'ère du partenariat où le patient ne se retrouve pas au centre, mais pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure, le patient est aujourd'hui considéré comme un acteur de soins, partie intégrante de l'équipe de soins, et donc le travail, le succès du processus de soins ne peut se faire sans lui. Je vous rappelle quand même que pour tout processus qui touche à un malade chronique, le malade chronique et sa famille vont assumer à peu près 90% du processus de soins en lui-même. Et donc, c'est une toute petite partie du processus, finalement, qui est gérée et cadrée à l'intérieur des centres hospitaliers. Donc, ce mode de travail en partenariat, cette capacité de faire en sorte que les patients deviennent des partenaires de soins, nous semble un changement majeur et loin d'être évident. Les intentions à ce niveau-là sont souvent bonnes, mais bien entendu, c'est un changement culturel, qui doit suivre un certain nombre de principes, notamment la reconnaissance, l'accompagnement des patients à prendre des décisions le plus informées possible. Donc, bien entendu, il y a un défi de communication et d'éducation à la santé. Si on pousse plus loin, c'est bien entendu aussi la capacité des patients
à développer leurs compétences de soins, donc à reconnaître leur savoir et à les aider à prendre soin d'eux-mêmes. Aujourd'hui, on est quand même une population assez spéciale où on a perdu notre capacité à prendre soin de nous-mêmes. Donc, bien entendu, pour rentrer dans un modèle de partenariat comme celui-là, il faut absolument intégrer des processus d'éducation à la santé à l'intérieur de nos processus de soins. Autre enjeu de partenariat et de communication et de dialogue. Il faut aussi reconnaître ce patient comme un membre à part entière de l'équipe de soins et puis essayer de sortir un peu de ce paradigme du curatif dans lequel encore on baigne dans le milieu de la santé pour rentrer dans un paradigme plutôt orienté sur la réalisation d'un projet de vie qui intègre des dimensions beaucoup plus importantes que simplement soigner une maladie qui, pour la grande majorité des patients, nous n'arriverons pas à soigner puisque la grande majorité des patients sont atteints de maladies chroniques. Et donc, comment on s'assure effectivement que les gens soient capables d'accéder à une certaine normalité dans leur vie malgré leurs conditions de santé. Et donc, encore une fois, ça met énormément de pression sur la façon dont on va accompagner ces gens au quotidien à travers la vie avec la maladie. Alors, c'est pour ça aujourd'hui qu'on a ce grand mouvement qui s'orchestre au Canada, mais pas seulement au Canada, dans le monde, de l'implication des patients à des niveaux méso et macro pour comprendre ce phénomène-là et travailler au changement notamment de nos approches de formation. Donc à l'Université de Montréal, on a à peu près un réseau de 300 patients et de familles très expérimentés qui sont impliqués aujourd'hui dans la formation à la collaboration, la communication et à l'éthique. Les programmes d'enseignement ont été revisités avec les patients justement pour tenir compte de ces changements assez importants. Les IRSC, depuis déjà quelques années maintenant, contraignent d'une certaine façon à l'implication des patients systématiquement dans la gouvernance des réseaux de recherche. Donc on a beaucoup travaillé en collaboration avec eux pour travailler sur un cadre d'engagement pour que, effectivement, ces enjeux de partenariat, ces enjeux relationnels soient intégrés dans la recherche. Et je pense que, justement, les patients peuvent porter aussi, bien entendu, cette voix de la réalité francophone au Canada et de cette question de l'accès à travers des engagements comme celui-là, et bien entendu l'application aussi des patients au niveau du soin, notamment à travers les démarches d'amélioration continue de la qualité, parce que pendant des décennies, finalement, on a réfléchi à l'évolution, à l'amélioration du soin sans les patients. Alors, on avait plein de bonnes raisons pour ça, plein de bons experts, mais c'était quand même Donc aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le mouvement de la qualité a intégré cette réalité-là. Et encore une fois, on a un passage ici privilégié pour contextualiser les soins et s'assurer effectivement de les adapter aux spécificités des communautés que les institutions de santé desservent. Donc ça, on rentre dans cet élément-là. Et l'équipe que je gère à l'Université de Montréal, finalement, aujourd'hui, conduit à peu près 80 projets d'engagement patient de ce type-là qu'on expérimente à différents niveaux. Donc on est vraiment dans cette logique-là. Alors, la population des patients change, la population canadienne change, les attentes se modifient. On rentre dans l'ère de la médecine personnalisée, mais surtout du soin personnalisé, de la santé personnalisée. Donc la pression sur la langue va être de plus en plus importante et le dialogue et la relation de soins aussi. Alors les patients, je pense, sont là et peuvent être un levier majeur pour vous aider dans votre cause et à faire avancer le fait francophone au Canada. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Dumais. Alors maintenant, place à Dr. Roy. Alors, bonjour tout le monde. Je remercie les organisateurs de me permettre d'animer ce segment, ce que je fais bien humblement, parce que je ne serai pas le seul. Il y aura des témoignages d'autres professionnels au travers le pays qui vont aussi, par vidéo, donner leurs témoignages aussi. Alors, on va vous parler de nos défis, de nos succès, dans nos milieux respectifs, dans nos communautés minoritaires francophones. Un peu en faisant lien avec ce que Vincent Dumais nous a dit, je pense que c'est très important ce qu'il nous a raconté. Et j'ai quand même l'impression que les communautés minoritaires francophones ou que les gens qui travaillent dans les minorités sont un petit peu... On a toujours été conscients pourquoi on était là. Je sais qu'à la faculté, quand on demande à des francophones ou que ce soit des professeurs, des étudiants, pourquoi vous êtes là, on va toujours répondre bien, pour les patients francophones, pour la minorité francophone. Si tu poses la même question des fois aux gens dans la majorité, souvent ils vont dire bien, pour l'excellence, ce qui est excellent aussi. Mais je pense qu'on est déjà très conscient de l'importance du patient. C'est déjà dans nos valeurs. Puis je dirais, avant de commencer aussi, que je pense que le principe, on a parlé de relation, d'écoute du patient. Puis c'est vrai que de l'entrevue ou de l'approche centrée sur le patient est vraiment un partenaire. Et c'est vrai qu'on va voir ça de plus en plus. Les patients vont prendre de plus en plus de place, puis c'est excellent.
nous, notre outil principal, au-delà de toutes les... On a parlé de technologie, mais au-delà de toutes les technologies, au-delà de notre stéthoscope et des autres technologies plus attirantes ou qui nous semblent tout à fait extraordinaires, c'est notre outil de travail principal, c'est la langue, notre langue française, qui nous permet justement de connaître les patients. Moi, je dis toujours, ça nous permet de connaître la vraie histoire du patient. Dans un monde où les choses vont de plus en plus vite, je me souviens d'avoir expliqué que c'était donc important, l'histoire du patient. Je m'occupe d'humanité, médecine narrative, des choses comme ça. Et j'avais parlé à un de mes plus anciens professeurs qui a dit, bien, c'est ça, une bonne histoire de cas, tu connais l'histoire de ton patient. Mais c'est vrai que des fois, avec la technologie, avec la vitesse à laquelle les choses se passent, est-ce qu'on connaît vraiment nos patients? En tout cas, c'est clair que ça prend la langue française, pour comprendre ce que nos patients ont à dire. Et moi, j'aime ça dire que nos patients deviennent des personnes. Et ça change toute la dynamique et ça nous permet de les connaître. Alors, on va commencer à la première question. Il y a une première question qui dit « Quelles sont les contraintes rencontrées en milieu de travail majoritairement anglophone dans l'exercice de votre profession? » Alors, je dirais que un des premiers défis, puis je pense que tout le monde pourrait le dire, qu'importe que soit la langue, que ce soit majoritaire ou pas, c'est l'accès souvent aux autres ressources. Comme médecin, c'est l'accès aux autres ressources. Souvent, c'est déjà un défi, sans le défi de la langue. Alors, vous avez tous compris, puis je pense que vous vivez tous la même chose, c'est un immense défi en français et on a besoin, on a déjà parlé de ça, on a besoin, c'est un terme un peu anglophone, mais de pouvoir naviguer le système en français, que ce soit n'importe où au Canada. Déjà, toutes les initiatives qui peuvent nous aider à mieux naviguer, à connaître les autres ressources francophones, les autres professionnels avec qui on peut travailler, c'est déjà un point que je trouve essentiel. C'est clair que la langue de travail, à part notre rencontre avec le patient, c'est souvent l'anglais, presque toujours l'anglais dans les milieux plus minoritaires. Moi, je travaille beaucoup à Montfort. On a la chance de pouvoir travailler beaucoup en français, mais pas toujours. Et des fois, c'est une tendance que je conteste un peu. S'il faut faire l'effort en tant que francophone de travailler le plus possible en français, même entre professionnels, c'est super important. Un autre obstacle que j'ai observé récemment, puis je n'ai pas la solution, nos systèmes informatiques, là, les médecins de famille, on a tout dans le système. Le système est anglais. Et à cause, par exemple, je vous donne un défi, sécurité patient. Si on a tout en français, il risque d'avoir des problèmes de sécurité patient quand le patient sort de l'hôpital. Donc, c'est un défi. Je n'ai pas la réponse, mais c'est un grand défi des systèmes informatiques qui nous anglicisent toujours un petit peu plus. Puis, il y a un autre point qui me semble important, une notion qui est importante. Je pense qu'il y a deux niveaux. On parle toujours du français, mais il y a deux niveaux de français qui est important pour les professionnels. En tout cas, mais c'est vrai de tous les professionnels. Comme médecin, il y a le langage médical qu'on doit maîtriser, parce que si on ne le maîtrise pas, on va avoir de la difficulté à le traduire pour la compréhension de nos patients. Puis il y a le langage de notre patient, de la communauté dans laquelle on vit, puis qui change un peu dépendamment de l'endroit où on est. Alors, je pense que je vais revenir avec ça. Il faut pouvoir maîtriser ces deux niveaux de langage-là, c'est très important. Là, j'ai assez parlé déjà pour commencer. On va écouter les premiers témoignages, un petit peu une mosaïque à travers le Canada. On écoute. Il n'y a pas d'encadrement par rapport à l'institution pour supporter le français. Puis moi, je suis bilingue, puis mon site hospitalier est désigné bilingue, mais mon poste n'est pas vu comme désigné bilingue. Donc, ça ne donne pas d'atout vraiment de parler le français. Ça ne donne pas de reconnaissance. Lorsqu'on pose un diagnostic, on dit à notre patient, je dis à mon patient, OK, je te donne un diagnostic, puis il est anglophone. Mais mon patient francophone n'a pas nécessairement compris ce que je lui donne comme diagnostic. Puis, c'est certain que ça a un impact sur sa prise en charge de sa santé. Puis, il peut y avoir des énormes différences dans sa compréhension juste en utilisant un terme anglophone. Et puis, je remarque que ça a un impact très négatif sur la suite et aussi l'impact, l'efficacité de mon plan de traitement que je vais proposer à mon patient qui a, juste en disant le terme anglophone, qui n'a pas compris, ça vient juste là mettre une barrière dans les soins que je vais prodiguer. Je pense qu'un des défis, c'est il y a un manque de nombre d'employés qui parlent français. Et donc, il y a un peu un débat pour la reconnaissance de la valeur par mes collègues. Puis aussi de démontrer que la qualité de service est aussi bonne en français qu'en anglais. En règle générale, la communication avec la plupart de mes collègues et surtout avec mes supérieurs se passe exclusivement en anglais.
Les clients n'ont pas toujours accès à une communication dans leur langue maternelle. Il y a souvent une personne dans la famille qui parle anglais. Donc, même si la plupart de la famille serait francophone, c'est nécessaire d'accommoder notre discours et puis notre relation pour être capable d'accommoder ceux qui ne comprennent pas. Alors, c'est très intéressant. Je pense que c'est la diversité des défis, mais on en retient quelques-uns déjà, qui semblent être qu'on partage tous. L'autre point que j'ajouterais, qui sort de ça, c'est que c'est difficile de valoriser le français, de fonctionner en français, de connaître les ressources en français, s'il y a pas un peu, si on n'est pas plus un peu en maîtriser la gouvernance de ce qui se passe en français. Donc, on sait que c'est vrai dans nos institutions, en plus qu'on peut avoir une mainmise sur la gouvernance. Donc, je pense que les initiatives qui nous permettent d'un peu plus décider de ce qui se passe dans nos communautés minoritaires francophones, ça va nous aider à faire un meilleur travail. Il y a une deuxième question qui s'appelle « Quels sont les avantages de pouvoir offrir des services en français? » Bien, je l'ai dit tout à l'heure, l'outil numéro 1, c'est notre langue. C'est notre outil de travail le plus important. Ça nous permet d'offrir des consultations tout en nuances, de bien, comme on l'a dit tantôt, de bien comprendre les patients, les besoins et de comprendre vraiment ce qu'ils nous disent vraiment puis les vrais enjeux. La bonne communication, je dirais encore là, c'est déjà un défi de toute façon dans n'importe quelle relation thérapeutique ou dans n'importe quelle, que ce soit dans n'importe quelle langue. Alors, imaginez quand la barrière linguistique, et on l'a souligné aussi, c'est important, je pense souvent on ne le souligne pas, l'importance de maîtriser ton anglais et ton français médical dans notre situation, être capable de maîtriser les deux, puis être capable d'aller l'un à l'autre. Je pense que je vais revenir après dans mes notes, mais je pense que c'est important de former en français et aussi d'être exposé aux patients francophones. Donc, dans tous les cas, c'est vrai dans la formation initiale, mais ça demeure vrai après. Dans la formation médicale continue, il faut toujours s'assurer qu'on fonctionne le plus possible en anglais et qu'on revient et qu'on reparle, qu'on utilise la terminologie. On va laisser mes partenaires parler. Quelqu'un qui se sent pas bien et qui ne parle unilingue francophone, de savoir que tu as quelqu'un à qui te confier, qui est francophone et qui peut t'aider dans ta langue, il va surtout se sentir plus je dirais en confiance, une plus grande confiance, parce que, il peut converser dans ma langue, et deux, toutes les questions qu'il peut me poser, que ce soit technique ou pas, je peux lui répondre parce que je comprends ce qu'il me dit. C'est tellement bien de pouvoir aider quelqu'un dans sa propre langue anglophone et en plus de dire, je peux vous aider en français aussi, parce que des fois, on peut rencontrer le patient et des fois, la conjointe peut être francophone. C'est bien que tout le monde peut savoir exactement où est-ce qu'on s'en va. C'est vraiment important. C'est vital vraiment de comprendre leurs besoins, d'être à l'écoute, puis être capable de pouvoir les rassurer et les soulager de manière efficace. Ça amplifie aussi la relation thérapeutique que je suis capable d'entretenir avec eux autres à la fin de la journée. Même, je sais que j'ai été capable d'offrir des soins vraiment sur mesure parce que j'ai été capable de communiquer avec eux autres à fond. C'est d'être capable d'offrir les mêmes soins à tous les patients. Une famille qui arrive avec leur enfant, puis entendre ou sachant que je suis capable d'offrir des services en français avec l'offre active, l'enfant en choc regarde ses parents avec l'inhabitude d'entendre le français à l'extérieur de la garderie et la maison. Et donc, ça apporte un gros confort à la famille, sachant que le confort dans l'intervenant à offrir des services de façon, disons, familiale. Puis aussi, en termes de professionnels, ça sauve du temps, ça rend plus facile d'être capable de communiquer directement avec une personne sans avoir besoin de recours à quelqu'un qui fait une traduction ou bien on espère que la personne comprend sans vraiment savoir. Alors, je résume brièvement ce que je retiens. Ça augmente la confiance des patients, bien clairement. Ça augmente la sécurité des patients. Ça permet des soins, j'aimais ça, des soins sur mesure. Je trouve ça intéressant. Ça permet de toujours rassurer, parce que, encore, comme je disais, c'est toujours un défi d'être vraiment à l'écoute des patients, d'être vraiment disponible pour nos patients. L'autre point que je trouve intéressant, ça démontre, je pense que quelqu'un parlait d'une courtoisie, ou c'est moi c'est comme ça que je l'ai compris, une grande courtoisie, ça améliore déjà d'emblée la relation. Alors, on préfère un anglophone
qui a des compétences en français, qui est capable de dire, même ne serait-ce que bonjour, je vous écoute, ou même si c'est des compétences limitées, je pense que déjà, ça augmente la confiance. Et c'est une grande courtoisie. Je pense que ça aide déjà beaucoup la relation professionnelle-patient. On a une troisième question. Quelles pourraient être les conditions qui favoriseraient l'offre de services en français dans votre profession? On va tout de suite écouter nos partenaires. J'ai joué un tour à la technicienne. Mon patron, celui qui est vraiment le gérant, il est vraiment fier d'avoir été capable d'obtenir une désignation bilingue, mais c'est important pour lui d'avoir une infirmière autorisée et une infirmière autorisée auxiliaire, soit une qui parle en français à tout temps. Donc, pour moi, ce serait vraiment d'apporter la responsabilité de forcer une présence bilingue dans les sites hospitaliers. Comme que j'arrive à l'hôpital, que je sache tout de suite que l'hôpital offre les services en français et que c'est un site bilingue. C'est qu'on doit sensibiliser et éduquer davantage nos professionnels de la santé francophones. Puis, c'est ça qui va faire qu'on va être capable d'avoir un virage plus vers une littératie d'utilisation qui est francophone. Je pense que c'est vraiment rendre plus visible que les services en français sont disponibles et s'assurer d'une certaine qualité de français chez les professionnels puis qu'ils se sentent vraiment confortables à travailler en français avec les gens qui demandent des services en français. Puis je sais que chez nous, il y a des cours qui sont offerts, des cours de français que les gens peuvent prendre. Puis il y a beaucoup de gens qui font ça, suivent des cours en soirée pour améliorer leur français. Donc, c'est vraiment admirable qu'ils font ça, puis sont prêts à s'engager de cette façon-là. Alors, comme je l'ai dit avant, je pense que, et bien humblement, ce n'est pas nécessairement mes recommandations, mais mes impressions générales, il y en a sûrement d'autres. C'est sûr que faut être exposé aux patients francophones le plus possible. J'ai dit dans la formation, il faut être exposé au français médical ou des professionnels de la santé. Évidemment, il faut connaître les principes de l'offre active. Je pense que ça va être beaucoup, ça a été discuté, ça va beaucoup être discuté. Il faut les connaître vraiment et il faut être très, très proactif là-dedans. Les francophones doivent être déterminés, puis ils doivent être toujours travailler à défendre l'offre en français, parce qu'il y aura toujours des écueils, il y aura toujours des défis. Il faut vraiment, puis ce qu'on entend, c'est là, il faut être engagé, il faut vouloir, il faut faire bouger les choses, il faut faire bouger les administrations pour que ce soit clair. Je pense qu'aussi, ça a été mentionné, de développer ces connaissances linguistiques. Je pense qu'il faut, je l'ai dit, formation initiale, j'ai dit plusieurs fois, mais je pense que c'est tellement important. C'est intéressant, on a offert, moi j'ai eu la chance d'offrir ça assez souvent, puis le Bureau des affaires francophones continue de le faire dans l'Ouest, on le fait surtout dans l'Ouest canadien, des cours de terminologie médicale. Et ce qui est intéressant, ce qui s'est dégagé à chaque fois que j'ai eu la chance de donner ça, c'est que souvent les francophones, alors souvent c'est des francophones qui ne connaissaient pas la terminologie en français, donc pour eux c'était très important. Et souvent il y avait un effet très intéressant. Souvent les gens se regardaient, tu parles français. Je ne savais pas que tu parlais français. Donc, le réseautage, toute l'importance du réseautage qui est important. L'autre chose qu'on a aussi remarqué, on avait souvent des gens pour qui le français n'était pas leur première langue. Alors, ils venaient à ces cours de formation-là, un pour parler un peu ensemble, connaître les gens. Donc, il y avait cet effet-là de se connaître. Et deuxièmement, souvent, en fin de journée, ils disaient « Je suis content, j'ai appris des choses aujourd'hui, mais je ne suis pas assez compétent pour parler en français. » Et la réaction des autres était toujours « Mais non, c'est formidable ce que tu fais. » Alors, je pense qu'il faut être très inclusif et tous les gens qui ont envie de partager cette langue française-là puis de la développer. Donc, je pense que de formation, terminologie médicale, terminologie en soins de santé, et juste de parler le langage des gens, il faut créer des opportunités le plus possible, puis inclure les anglophones et les bilingues avec nous. Alors, comme je dis souvent, les ressources ne se connaissent pas, puis on n'a pas l'occasion, puis on n'encourage pas les gens à parler français. Puis la dernière chose que je dirais, puis je l'ai dit encore là, je pense qu'idéalement, il faut avoir la gouvernance des services en français le plus possible, en tout cas trouver des façons d'avoir le plus d'influence possible. C'est pour ça que c'est plus facile à Montfort, parce qu'en tout cas dans notre contexte, c'est déjà plus facile parce qu'on s'occupe de nos affaires nous-mêmes, ça nous aide déjà. Bien voilà mon humble contribution à cette discussion. Merci beaucoup de votre attention. Merci. Merci, Dr. Roy. Alors, M. Robichaud, maintenant. Bonjour tout le monde, ça va bien? Excellent. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Merci beaucoup aux organisateurs pour l'invitation.
Quand on m'a mentionné le thème pour ce matin, 150 visages, pour moi, tout de suite, ça m'a fait penser à ce que je voulais vous parler. Au fond, ce que je veux vous parler, et pour moi, c'est la perspective système, c'est qu'encore aujourd'hui, beaucoup de gens ne réalisent pas que depuis la fin des années 50 jusqu'à aujourd'hui, nos services de santé n'évoluent pas en fonction des besoins de la population. La réalité des besoins de notre population ne fait pas partie au centre de la planification de nos services de santé. Étant un de ceux dans cette salle qui est des rares qui n'a pas fait sa carrière dans le système de santé, je vais vous dire que pour la majorité des citoyens, quand ils apprennent cette leçon-là, c'est une surprise. On se dit, ben, si ce n'est pas ça qui guide les décisions, qu'est-ce que c'est? Ça, ce serait un autre 12 minutes. Celui que je vais prendre, je vais vous parler un peu du Conseil de la santé, parce que c'est important pour comprendre le contexte de l'information que je vais vous donner. Ensuite, je vais vous partager quelques exemples de comment on a réussi à organiser de l'information, des données au niveau de la santé de la population, de la qualité des services, qui sert au Nouveau-Brunswick à faire ce virage-là, à avoir davantage des discussions qui sont centrées sur les citoyens. Et vous allez voir, j'ai quelques exemples pour vous, j'en ai, en tout cas pour mes 12 minutes. La dernière chose que c'est ça. Alors, je vais vous parler du Conseil de la santé, un peu de nos outils. Sur le Conseil de la santé, et avant de vous expliquer le Conseil de la santé, un autre point, parce que vous venez de partout, vous venez des différents territoires, des différentes provinces. Je vous le dis tout de suite, je vous parle du Nouveau-Brunswick. Je travaille régulièrement avec les gens des autres juridictions. Ce dont je vous parle, ça s'applique chez vous aussi. Vous avez différents noms pour différentes choses, mais le fondement, ça s'applique chez vous aussi. La création du Conseil de la santé s'est faite en 2008 avec la réforme du système de santé. Et le Conseil de la santé, c'est 12 personnes. Et d'ailleurs, j'en parlais avec le Dr Bourlin plus tôt. Le modèle du partenariat en santé a influencé la composition du Conseil. Alors, autour de notre table, on a des gestionnaires de santé, des professionnels de la santé, des gens du secteur académique, des gens du secteur de la politique publique, mais à peu près la moitié du groupe, c'est des représentants de la communauté. Et ce qui est intéressant, à chaque fois que j'ai des nouveaux membres, les gens de la communauté vont dire « Stéphane, je ne suis pas sûr ce que je vais contribuer, je ne suis pas un expert sur les services de santé. » Je vous dirais, sans exception et depuis les débuts, les gens qui ont eu le plus gros impact sur l'évolution de notre travail, c'est les représentants de la communauté. C'est eux qui nous ramènent à la raison première pourquoi on a un secteur public de services de santé. Le Conseil a un double mandat, celui de faire rapport publiquement sur la performance du système de santé. Je vais vous parler sous peu de la question de la santé de la population, la qualité des services, mais aussi l'engagement des citoyens dans l'amélioration des services de santé. On a eu un défi initialement. Le Conseil de la santé a les mêmes pouvoirs que le vérificateur général, par exemple, pour ce qui est d'accéder à de l'information. Alors, je peux vous dire que j'avais très hâte de mettre la main sur l'information qui guidait les décisions au Nouveau-Brunswick par rapport aux services de santé. C'était pas épais. D'ailleurs, d'un point de vue de santé de la population et qualité de service, et je vous rappelle, la situation est très semblable dans vos juridictions. Au niveau de la santé de la population et de la qualité des services, il n'y avait pas d'informations standardisées qui nous aidaient à apprécier c'est quoi la situation, comment on se compare aux autres et, de façon encore plus importante, comment notre population se compare à l'intérieur même de notre juridiction. Tout le monde n'a pas nécessairement les mêmes besoins et on n'atteint pas nécessairement les mêmes résultats partout au Nouveau-Brunswick. Une des premières questions qu'on s'est posées, c'est comment on mesure la santé de la population. Et autour de la table, beaucoup de mots sont survenus. Les maladies chroniques, différentes sortes de maladies d'ailleurs. Est-ce que c'est la présence de maladies, l'absence de maladies? Ça a été beaucoup de conversations. Un thème est ressorti très fort, c'est celui des déterminants de la santé. Alors, on avait à l'époque les 12 déterminants de Santé Canada. Et nous, on s'est penché sur les questions de déterminants et on a regardé à des modèles à travers le monde. Il y avait un fil conducteur à travers tous les modèles. C'est le point auquel les services de santé occupent une très petite place comme influence dans la santé de la population. Et ça a surpris plus d'une personne. Alors, dans le cas du Nouveau-Brunswick, on s'est penché sur un modèle influencé du Wisconsin, où, comme vous pouvez le voir, c'est pas grave, le bébé, moi, quand je m'écoute parler, j'ai la même réaction. Comme vous pouvez voir du côté gauche, vous avez en bas des programmes et des politiques. Et ensuite, les programmes et politiques peuvent avoir une influence sur les déterminants de santé, qui, eux, peuvent avoir une influence sur l'état de santé.
Le centre, vous avez les différents éléments. C'est un modèle qu'on appelle 40-40-10-10. C'est essentiellement 10 % d'influence sur les services de santé, 40 % des facteurs socio-économiques, 40 % des comportements et 10 % de l'environnement. En haut, vous avez des mesures que l'on utilise pour mesurer l'état de santé, l'espérance de vie, etc. Le modèle nous a permis au départ d'être un guide pour commencer à travailler avec les différents intervenants au Nouveau-Brunswick, les gens qui soient livrent des services de santé ou même ceux qui sont au niveau de la planification, pour s'assurer que quand on allait choisir des indicateurs, que ce soit des indicateurs qu'ils vont accepter. J'ai eu 1 année d'expérience à Georges-Dumont. Et mon expérience était la suivante comme gestionnaire. Quand on est gestionnaire et qu'on entre à quelque part, et Georges-Dumont est un excellent exemple, je ne me préoccupais pas de mon petit peu de compréhension, d'expertise en service de santé. Je savais que j'étais entouré de gens qui avaient beaucoup d'expertise. Moi, mon rôle, c'était de comprendre qu'est-ce qu'on fait bien et où est-ce qu'on a à s'améliorer. Ce n'était pas compliqué. Chaque fois qu'un rapport provincial sortait et que ça démontrait qu'on était dans les top 3 dans la province, il n'y avait pas de problème et c'était un excellent rapport. Chaque fois qu'un rapport sortait, vous me voyez venir là, hein? Chaque fois qu'un rapport sortait, puis moi je voyais qu'on était en bout de ligne, là, des derniers 2 ou 3 et on ne performait pas bien, très vite on me disait, Stéphane, Miramichi ne mesure pas ça comme nous, Moncton ne mesure pas ça comme nous, Saint-Jean ne mesure pas ça comme nous. Cette expérience-là, je l'ai amenée avec moi quand je suis venu au Conseil de la santé. Et on a une approche chez nous d'engagement dans tous les outils qu'on développe. On est chanceux au Nouveau-Brunswick, c'est une petite province, mais on s'assure d'engager les fournisseurs de soins, les organisations du système dans l'identification et l'évolution de ces indicateurs-là pour justement, ça ne veut pas dire qu'ils aiment les résultats là, à l'autre bout. Là. Celui qui performe le moins bien, là, il n'aime pas plus les résultats, mais il ne peut pas juste repousser du revers de la main les résultats. Alors, pour notre portrait sur la santé de la santé, un autre élément que je veux vous partager, c'est celui que le modèle a eu un impact sur la politique publique aussi. Cet élément-là que le système de santé, les services de santé comptent seulement pour 10 %, je vais vous dire, quand on considère que les services de santé représentent 40 % du budget et la moitié de notre fonction publique, 10 % d'influence, trouvez l'erreur. Sur notre site Web, dans l'évolution de notre travail, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'au début, ça nous permettait de comparer le Nouveau-Brunswick au reste du pays. Alors, très tôt, sur la question de l'obésité, la santé mentale, les blessures, l'hypertension, on pouvait démontrer qu'au Nouveau-Brunswick, on ne se comparait pas bien au reste du pays. On devait prioriser ces points-là. Pour quelques années, on répétait ce message-là. Mais pendant ce temps-là, on travaillait sur nos données à vouloir améliorer l'habilité de comprendre le portrait à l'intérieur de la province. Je vais vous dire que tous les années où on a parlé du Nouveau-Brunswick, les gens n'aimaient pas entendre ces messages-là. Ils se disaient, c'est important, il faut faire de quoi, mais on ne faisait pas grand-chose. Le moment qu'on a pu amener les données plus locales, au niveau de nos zones de santé, dans ce cas ici, les petites lignes que vous voyez, c'est des différentes communautés. On en a 33. Quelqu'un qui va sur notre site Web peut soit choisir la région géographique, ça va l'amener sur le profil communautaire, choisir à partir des titres ou entrer le nom de sa communauté dans le petit carré et ça va leur amener un profil qui contient à peu près 300 indicateurs sur sa petite communauté, organisé d'une façon très simple qui permet de voir où se situe sa communauté sur cet indicateur-là, comment ça se compare à la province. Je vais vous dire que cet outil-là qui est sorti en 2014 a eu un énorme impact. On l'a vu, ça continue à se faire. Nous, on continue à faire évoluer l'outil. Mais ce que ça fait foncièrement, c'est que ça dit aux gens, voici la situation chez vous. Et ça, ça a motivé les gens. Nous, je ne le savais pas à l'époque, mais il y a un groupe de médecins de la région du Nord-Ouest qui a développé un programme qui s'appelle Participation Action. Ils nous ont dit, par la suite, j'étais à une conférence, je les écoutais parler, je trouvais que c'était excellent ce qu'ils faisaient, puis ils ont dit, c'est quand on a vu comment se comparait la région d'Edmundston aux autres régions, que ça nous a motivés à agir. D'accord? Ça fait que c'est important d'avoir l'information au niveau local. Dernier item. En plus de voir l'importance de l'information locale, au niveau de la qualité des services, ça nous a permis aussi d'apprécier qu'il peut y avoir de grandes variabilités à l'intérieur de la province. Alors, je vous donne un exemple verbal avant de vous montrer l'image. Accès à un médecin en 48 heures. C'est un indicateur qui se mesure au niveau international. Le Nouveau-Brunswick, à peu près 30 % de la population peut voir son médecin en 48 heures. Au Canada, c'est entre 40 et 45. OK, alors le Nouveau-Brunswick fait moins bien que le Canada. Mais les pays performants, par exemple les Pays-Bas, sont aux environs de 75 à 80 %. Ça vous va? Ils font bien. Et
Je vous épargne, on parlait des maladies chroniques tantôt, mais pour ces gens-là qui n'arrivent pas à avoir un rendez-vous en temps opportun, ça veut dire qu'ils vont ailleurs. Puis quand ils vont ailleurs, ils n'ont pas une continuité des soins, etc. Le 30 du Nouveau-Brunswick, en fait, ça représente très peu de Néo-Brunswickois. Parce que quand on prend cette carte-là de 33 communautés, nous, maintenant, on a les chiffres par communauté. Et on les étale sur un tableau, et on a plein de communautés où c'est 12 de la population qui peut voir son médecin en 48 heures. Vous voyez, on est loin du 30. Et on en a quelques-unes qui sont en haut. La plus haute, c'est aux environs de 70 %. Elles performent aussi bien que les meilleures juridictions au monde. Alors, vous voyez, au Nouveau-Brunswick, si on a une discussion sur la question d'accès, est-ce que vous pensez que c'est important de comprendre cette variabilité-là? Et c'est l'impact que d'avoir de meilleures données peut avoir sur nos discussions. Et je termine en vous partageant ceci. J'ai choisi, dans ce cas ici, on fait des sondages sur l'expérience vécue par les patients et on a 3 différents sondages que l'on fait chaque année et le cycle de 3 ans se répète. Le premier, c'est les soins aigus, c'est l'expérience dans nos hôpitaux. Le deuxième, c'est les soins à domicile. Et aux soins à domicile, il y en a 2 parties. Il y a le programme extramural que l'on mesure et celui des services à domicile payés par le ministère du Développement social. Vous me suivez? Et le troisième sondage que l'on fait, c'est celui qu'on appelle la santé primaire, les premiers points de contact. Vous êtes malade, où allez-vous? On vient de le finir, notre dernier sur celui-là. Celui-là, c'est 14 600 Néo-Brunswickois qui répondent à ce sondage-là pour nous permettre d'avoir des données nécessaires pour remettre les données aux communautés pour chacune des 33 communautés. Ici, sur la question linguistique, si vous regardez au niveau des soins aigus, d'avoir reçu toujours le service dans la langue de son choix, ça varie de 25,9 à 100 %. Au niveau des services à domicile extramural, de 58,5 à 100 %. Des services à domicile financés par le développement social, de 50 % à 97 %. Et la santé primaire, de 32 % à 94,2 %. Alors, si on a une conversation provinciale sur le travail que l'on fait à ce niveau-là, vous pouvez voir, tout de suite, on veut savoir c'est qui est à 25 %, c'est qui est le bas, c'est qui est le haut, où se situent les autres. Cette information-là, au niveau des soins aigus, je vais terminer là-dessus. Je vais vous dire, ce sondage-là, ça a été une de nos initiatives. Le sondage est agrémenté par Agrément Canada et les gens qui travaillent dans nos 2 régies mettent beaucoup d'efforts et beaucoup de travail maintenant. Moi, je sensibilise, j'ai beaucoup je reconnais beaucoup le défi qu'ils ont devant eux parce que, et ça, je vais terminer là-dessus, c'est qu'on a un problème de culture. Je vais vous dire que partout où on va au Nouveau-Brunswick et qu'on partage cette information-là, c'est unanime. C'est important, c'est ce qu'on devrait suivre, c'est ce qu'on devrait faire. Ça fait près de 10 ans que je fais ça. Vous connaissez le film Groundhog Day? Alors, les gens qui sont à la tête de ça, ils font face à un gros défi. Notre culture, la culture à travers le Canada, pour ce qui est de centrer sur le citoyen, on n'est pas là encore. Merci. Merci, M. Robichaud. Là, j'ai une chanson en tête. Ta-na-na-na-na-na, I got you, babe. Ta-na. C'est toujours cette chanson-là qui joue. Je pense que j'ai vu le film 15 fois. C'est le film préféré de mon mari. Alors voilà, quelle belle discussion on va avoir. Je sais qu'il y a des gens qui veulent déjà poser des questions. Je vous invite, si vous voulez, je vois déjà une dame, là, mais il y a quand même des questions avant, des questions que je vais poser. Puis ensuite de ça, on va vous laisser la parole dans la salle. Donc la première question, c'est que là, on a parlé de la perspective patient. On a parlé de la perspective des professionnels et des organismes qui recueillent des mesures, des données. Quelles sont les convergences entre les 3 perspectives, d'après vous? Docteur Roy? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée? Oui, parce que, en fait, pour nous, je vais vous dire, c'est que la convergence, pour moi, c'est au niveau du fait que si on regarde en termes de la perspective des patients, des fournisseurs des services, des planificateurs des services, c'est que tous ont au centre la réalité du patient. Et l'autre point que je vais vous partager, c'est qu'on me dit souvent, c'est très difficile d'engager les médecins. Ça, j'ai entendu ça quand je suis arrivé dans le secteur. On me dit, les médecins, c'est difficile, tout ça. Moi, je n'ai jamais connu cette difficulté-là. Pourquoi? Parce que quand on engage les médecins sur la réalité des patients et de façon plus importante de leurs patients, ils sont très engagés. Ils veulent faire un bon travail, ils veulent que ça améliore. Alors, je dirais que le point de convergence, c'est d'arriver à pouvoir
cibler l'information, la discussion, non pas sur des thèmes comme la collaboration, ces choses-là. Ça, les gens, les yeux se ferment là. Mais de mieux s'équiper pour parler des gens pour qui en commun on a à servir. En allant dans le même sens, je pense que le défi, c'est la personnalisation. C'est-à-dire, c'est vraiment la contextualisation, finalement. Aujourd'hui, je pense qu'on a longtemps été dans une logique de livraison du soin universaliste, trop universaliste. Alors, la capacité d'accéder à des données, je vois au Québec aussi, en ce moment, c'est un gros débat à l'échelle du Canada. Ça permet de connaître plus spécifiquement, justement, les besoins des populations. Ça permet effectivement d'être plus aligné sur ça. Et bien entendu aussi au niveau de l'éducation, de la formation, d'être capable de former nos étudiants en fonction des populations qui vont desservir et non pas sur des principes plus généraux qui finalement, en bout de ligne, vont créer un certain nombre de problématiques quand ils vont devoir appliquer leurs pratiques dans des contextes spécifiques. Je vous donne juste une idée. Au Canada, actuellement, si on prend les orientations de recherche des IRSC en santé, à peu près 80% actuellement qui est dédié à tout ce qui est recherche biomédicale. Et on a à peu près un 20% sur les piliers, ce qu'on appelle donc ce qui touche aux sciences sociales, aux approches cliniques, etc. Donc on voit, donc on voit qu'il y a, par rapport à ça, si on demande à la population quels sont ses besoins, bien entendu les besoins vont être davantage, et les besoins dont on parle aujourd'hui dans les 20%. Donc il y a un vrai débalancement entre, et vous l'avez dit tout à l'heure, entre les besoins d'une population et ce que le système pousse. Et je pense que c'est ça l'alignement entre nous, c'est vraiment cette capacité à s'adapter et à contextualiser des services à la population. Et c'est vrai, comme tout à l'heure, ce que je trouvais intéressant, M. Robichaud, c'est quand vous avez dit qu'au sein du Conseil, ce sont les patients qui ont apporté le plus de changements. Et pour avoir vécu quelque chose récemment d'assez grave, j'ai eu une condition de santé très, très grave. J'ai été hospitalisée pendant une semaine. Tout de suite après mon séjour à l'hôpital, je prenais des notes. Puis j'ai tout de suite téléphoné à la personne responsable, puis ils étaient tellement contents. Pas que c'était une plainte, mais c'est juste qu'ils étaient contents de constater que, bon, moi, en tant que patiente, il y a ça qui fonctionne un peu moins bien, il y a ça sur lequel on pourrait travailler. Puis je pense qu'on ne le fait pas assez souvent. T'sais, on peut se plaindre, mais puis il y avait des choses aussi sur le service en français. Il y avait des choses que je voulais partager. Qu'est-ce qu'on peut apporter comme changement de concret pour améliorer, selon vous, là, les services de santé en français en contexte minoritaire? Bien, je n'ai pas quelque chose de très original à dire. Je pense que c'est ce qu'on a dit. Il faudrait en être très conscient. Il faut toujours travailler, les améliorer, être plus disponible. Donc, au point du travail, au niveau de la gouvernance, pas juste laisser faire les choses. Moi, je dirais, nos services de santé, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a des services de santé qui sont publics. C'est important de se le rappeler. Ce que ça nous permet de faire, c'est de ne pas négliger, non pas seulement l'importance du patient, mais que le patient, c'est un citoyen. Et je vous dirais qu'un citoyen, il n'y a rien de plus puissant qu'un citoyen informé. Il n'y a rien de plus puissant qu'une population informée. Ça fait que, le dernier élément, c'est celui-ci, c'est que l'engagement, ça fait partie d'un gros défi pour nous au Conseil. Comment on fait ça? Comment on s'y prend? Je suis allé rencontrer les autres conseils de la santé au Canada. Ils étaient unanimes sur le point de l'engagement. C'est trop compliqué. Okay? C'est compliqué. Moi, j'étais chanceux. On avait, sur notre conseil, il y en a quelques-uns dans la salle qui connaissent peut-être Barbara Lausier. Je savais que ça serait la réaction. Barbara, j'étais chanceux, elle était membre de mon conseil au début. Et Mme Pierre Bouchard, qui va participer au lancement de livre en fin de journée. Deux personnes qui, eux, comprenaient le concept de l'engagement. Ça a très bien nourri nos conversations, nos discussions, notre planification autour de ça. Et l'élément que moi, je retiens, c'est que quand on en parle en conférence et tout ça, c'est de le voir de deux niveaux. Il y a celui au niveau de la livraison du service. C'est là où, vraiment, c'est un patient. Et on en connaît, là, vous en avez entendu dans plein de conférences, des choses qu'on peut faire pour mieux engager. L'autre, c'est comme citoyen, au niveau de la planification des services, la reddition des comptes, toutes ces choses-là, pour que justement, comme citoyen, qu'ils soient beaucoup mieux informés sur l'état de la situation et aient un meilleur impact sur la politique publique qui entoure l'évolution de nos services. Alors, moi, je pense déjà qu'il faut mieux qu'on comprenne les impacts.
je pense que c'est quelque chose qui est peu, en fait, on ne réalise pas véritablement les impacts sur la population et sur les personnes. J'entendais déjà quelques histoires individuelles qui sont... donc je pense qu'il faut absolument mettre ça en avant le plus possible, parce que au niveau des politiques publiques, au niveau de nos dimensions académiques, encore une fois, on reste beaucoup dans le général, puis finalement, les cas spécifiques, on a tendance un petit peu à les oublier, alors qu'il y a véritablement des drames humains qui se vivent. Donc ça, c'est vraiment la capacité, encore une fois, d'être connecté à sa population, d'être capable d'avoir la voix de sa population, d'être capable de capter toutes les voix par différents mécanismes, et pas seulement par des mécanismes approximatifs, des fois de sondage ou autres. Il faut véritablement des mécanismes d'engagement sur plusieurs niveaux pour s'assurer qu'on reste connecté, qu'on reste aligné véritablement sur la population. Généralement, les politiques de santé vont être beaucoup conduites par des agendas politiques, donc qui vont se réfléchir une fois à travers une campagne, puis après on va les déployer. On sait que malheureusement les politiques en termes de santé sont beaucoup assujettis à l'agenda politique et à la capacité de faire des choses au niveau de l'agenda politique en quelques années. Mais par contre, ce qui devrait vraiment être un récurrent, quelque chose de continu, c'est cette connexion à la population. Vous imaginez quand même, moi je viens de l'industrie du privé, j'ai fait toute ma carrière dans le privé avant de faire ce que je fais. Je veux dire, la base dans le privé, c'est que, on prend nos amis de Desjardins ici, ils font ça, c'est qu'ils sont toujours connectés sur leur clientèle. Le jour où ils sont plus connectés sur leur clientèle, leur stratégie va plus rien avoir, je veux dire, ça va être catastrophique. Alors que le système de santé a cette particularité que ça n'a jamais été vraiment sa grande priorité. Donc finalement, parce qu'on s'autosuffit, on pense que nos réflexions s'autosuffisent. C'est vraiment très particulier. Un jour, j'aimerais bien écrire là-dessus. Alors je pense que c'est cette question de la connexion à la population. Et en plus, on est chanceux. On a des gens aujourd'hui qui cumulent des savoirs, parce que malheureusement, on a des gens atteints de maladies chroniques, mais ces gens-là cumulent des savoirs, connaissent très bien leurs besoins, savent de mieux en mieux les exprimer. Et donc, on est dans un vrai moment où cette connexion peut se faire de façon optimale. Je rajouterais peut-être l'expérience. Je pense que la bonne volonté des professionnels de la santé, on est empathique, on écoute nos patients, mais en fait, je pense que c'est clair que ça ne suffit pas. Puis c'est vrai qu'on écoute nos patients dans notre un à un, mais est-ce qu'on a des démarches pour aller les écouter, vraiment savoir ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont besoin? Puis moi aussi, je suis d'accord, on le fait très peu. Je sais qu'en Ontario, on a beaucoup accès aux données maintenant, et c'était super utile. On voulait bien faire depuis longtemps, puis là, avec les données, ça nous aide à mieux faire. On peut mesurer ce qu'on fait, puis ça nous oblige à... On pense toujours qu'on fait mieux, finalement, mais quand on a les données, on se dit « Oh, c'est pas si bon que ça, ce que je fais ». Et je dirais en même temps, je pense qu'on a besoin d'écouter les patients, on l'a dit depuis le début, mais aussi les autres professionnels, pas juste de la santé, mais que ce soit les sociologues, les anthropologues, tous les gens qui ont quelque chose à dire. Et ça, je pense qu'on n'est pas très à l'écoute de ça. Et je pense qu'on pourrait apprendre beaucoup, beaucoup par leur façon, par leur science, et d'intégrer ça dans nos approches. Ouais. Allez-y. Puis à certains endroits, on régresse au Québec en termes d'engagement citoyen. Vous ne le répéterez pas, s'il vous plaît, bien entendu. On a régressé. Je veux dire, on a éliminé des mécanismes d'engagement citoyen qui étaient sur place. On a moins de comités d'usagers, on a perdu le commissariat au bien-être et à la santé. Bref, donc dans certains endroits, on va en sens contraire. Très intéressant, surtout la perspective, vous avez pris Desjardins, je pense, comme exemple, mais entreprises. Toutes les entreprises, en fait, peut-être pas toutes, mais la plupart des entreprises veulent savoir si leur service à la clientèle est bon, veulent savoir ce que les clients pensent, le service après-vente, si on veut. Alors qu'en santé, à part des fois quelques sondages, on ne se sent peut-être pas aussi... Est-ce qu'on sent assez que notre voix en tant que patient vaut la peine d'être entendue? Moi, après ce que vous m'avez dit, là, je reviens là-dessus, je vais toujours me prononcer. Puis le truc de focus group, je veux dire, d'avoir... un peu comme un conseil, ce que vous avez fait, d'avoir des patients autour d'une table. Est-ce que vous pensez que ça, on le fait suffisamment un peu partout au Canada? Est-ce que ça se fait, ça? Est-ce que c'est une pratique courante d'avoir des patients dans une salle avec des professionnels de la santé, avec des gestionnaires, puis vraiment faire une espèce de focus group, savoir qu'est-ce qui se passe, faire un check-in, comme on dit?
Bien, moi, je pense que ça ne se fait pas vraiment. Et je regarde juste, moi, mon expérience en enseignement. Je sais que si on fait une innovation, par exemple, pédagogique, on veut faire une innovation pédagogique, c'est sûr qu'on est bien plus gagnant. Quand on a les étudiants avec nous, puis qui montent avec nous l'initiative ou l'innovation, c'est sûr que ça va avoir beaucoup plus de succès, ça va être beaucoup plus intelligent comme approche. Alors, même comme professionnel, comme expert, il faut inclure les usagers, je pense. Puis on ne le fait pas, moi, à mon avis, je ne l'ai pas vu beaucoup fait dans ma carrière. Oui, l'échange qui vient de se terminer, là, ça me faisait penser. Vous savez, tu as mentionné le secteur privé, la clientèle, tu l'as mentionné. Juste en le mentionnant, pour ceux qui sont dans la salle, il y a des gens que ça leur a brassé le bas du corps. Là. Parce que c'est privé, puis voyons, commencez pas à parler du privé, puis quoi que ce soit. C'est difficile de parler de changement dans le secteur de la santé. C'est très difficile. Alors ça, c'est le point de départ. Deuxièmement, c'est que moi, je suis encouragé de voir, et on commence à le faire au Nouveau-Brunswick un peu plus, on inclut des représentants des patients. Vous savez, il y a un défi là-dedans aussi, hein, parce qu'on veut s'assurer que les gens, ils ne répètent pas juste leur expérience personnelle, mais qu'ils aident l'organisation à comprendre la perspective patient. Je suis encouragé de voir qu'il y a ces efforts-là. Mais d'un autre côté, je me dis, tout comme nos sondages d'ailleurs, la raison pourquoi notre travail a tellement d'impact, c'est parce que je travaille dans un secteur où on a si peu d'intérêt à comprendre la clientèle qu'on dessert. C'est pour ça que notre travail a un gros impact. Oh, c'est de l'excellent travail, mais c'est parce que je suis dans un secteur où on n'est pas vraiment intéressé de jouer au quotidien. Ça fait que pour moi, souvent, l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut maximiser l'usage des interactions quand les gens sont là pour être plus flexible comme organisation, plus... vous savez, de quelle façon est-ce que je m'assure que ceux qui livrent mes services de santé, que je bénéficie de ce qu'eux constatent de façon quotidienne, de ce qu'ils voient, c'est que ce ne soit pas seulement que des mécanismes, que des sondages ou des choses comme ça. La réalité, c'est qu'on a des dizaines de milliers d'interactions quotidiennement avec la population. Quand je passe 4 heures à la salle d'urgence à attendre, y a-t-il une possibilité dans ces 4 heures-là qu'il y a quelque chose que je peux apprendre sur cette personne-là? Un exemple. J'ai trouvé un micro. il était caché en dessous. On m'avait mis un micro juste pour moi. Juste pour ceux que j'ai pu choquer pour la question du privé, j'ai quand même utilisé Desjardins, qui est une coopérative. Et je pense que ça fait une vraie différence. Je ne veux pas leur faire de la pub pour faire de la pub, mais c'est quand même, le mouvement coopératif a quand même un certain nombre de valeurs d'engagement citoyen. Alors, puis pour se démarquer encore plus du privé, c'est que la santé a encore une autre particularité qui est vraiment absolument incroyable et qu'on oublie. C'est que les patients ne sont pas juste des clients. Les patients sont des producteurs du soin. C'est-à-dire qu'ils sont des acteurs de soins. C'est-à-dire que c'est comme si on avait une industrie où le client, il est aussi le manufacturier. Donc c'est quand même une caractéristique majeure. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire sans lui. Je veux dire, on ne peut pas avoir... Si on a une vision très hospitalo-centrée du soin, effectivement, on peut se dire qu'on va soigner un patient, puis quand il va sortir de l'hôpital, il va être guéri. Mais si on a une vue systémique du soin et beaucoup plus large, bien entendu, on regarde son continuum une fois qu'il est à la maison. Et donc, si c'est un échec une fois qu'il est à la maison, ce qui n'est pas capable de prendre soin de lui-même, comme acteur du soin, c'est un échec. Le système est en échec et c'est ce qu'on vit aujourd'hui dans beaucoup d'éléments. Donc, c'est pour ça que cet engagement, il est important. Et pas seulement, effectivement, comme un client, mais comme un acteur principal du système, un contributeur du système, sans lequel on ne peut pas avoir de succès. Et moi, je suis plus optimiste que vous parce que c'est effectivement l'engagement patient et citoyen est quelque chose en santé qui est en développement. Donc, c'est exactement ce qu'on fait au niveau du Centre d'excellence à Montréal. C'est qu'on développe, c'est une science qui est en développement. On commence à mieux la comprendre, on commence à savoir quelles sont les pratiques pour ça, on commence à avoir toute une série de dispositifs. Et au Canada, il y a un vrai mouvement dans ce sens-là, et donc c'est vraiment intéressant. Donc je pense que ça va aller en croissant de plus en plus, et ça va ramener justement de façon plus systématique ce souci de la contextualisation. J'aime beaucoup aussi le fait de dire, quand on est à l'urgence pendant une longue période de temps, on pourrait avoir, par exemple, une application pan-canadienne. On est là. Hein? Une application où on répond à des questions. L'autre fois, je suis allée dans un resto, je ne le nommerai pas, chaîne rapide. J'ai rien mangé, là. C'était juste pour aller chercher une petite frite. Là. Jugez-moi pas, s'il vous plaît. Là. Non, mais tu sais, puis là, en sortant, il y avait un tout petit poteau avec une espèce de tablette. Puis il y avait 4 questions. Ah ouais, c'est ça. Merci.
Ah, je suis soulagée de savoir que Dr. Schofield va chez AEW. Bon, alors, non, mais c'est vrai. Donc, l'outil, c'était le service, la propreté, la rapidité, puis, bon, l'efficacité, je pense. Mais, puis, c'était comme tu glissais ton doigt rapidement. Ça a pris 4 secondes. Je suis sortie. Et ce qui était encore plus fascinant, c'est que pendant que tu attends, il y a une télévision qui affiche les résultats. Il y avait 22 personnes qui avaient répondu au sondage, puis tu voyais en temps réel si les gens trouvaient qu'il y avait un problème de propreté ou un problème de rapidité, peut-être dans le système de santé, à l'urgence. On devrait oublier la rapidité parce que des fois, tu sais, pour nous, c'est difficile, là. Mais la propreté, l'efficacité, le service en français pourrait être là-dessus, tu sais, le service dans notre langue. En tout cas, avez-vous des...